En 2012, un utilisateur Reddit a posté le mot help, un seul mot en anglais lisible. Aide. Avant ça, des centaines de posts en code chiffré que personne n'a jamais pu décoder. Après ça, un deuxième message. Please help us. S'il vous plaît, aidez-nous. Puis retour au code. Plus jamais un mot compréhensible à part ça. Personne n'a jamais su qui c'était. Personne n'a jamais su ce qu'il demandait. Personne n'a jamais su à qui s'adressait ce us ou nous en français. Cet utilisateur existe encore aujourd'hui, toujours en train de poster. Les amis, bienvenue dans l'épisode 3 de l'iceberg des gens disparus d'internet. On tape aujourd'hui dans les tréfonds de cet iceberg. Ça va parler de choses flippantes. J'espère que ça va vous plaire. Les 2 premiers épisodes, vous avez kiffé. Et j'espère que celui-ci va vous plaire encore plus. Si c'est pas déjà fait, likez la vidéo, abonnez-vous et je vous souhaite un excellent épisode. C'est parti. Bon, dans les 2 premiers épisodes, on parlait de gens, de créateurs, de randonneurs, de médecins, de personnes, on va dire si je puis utiliser ce terme. Des personnes bien réelles dont on pouvait imaginer la vie, mais aussi les souffrances qui viennent avec ce qui s'est passé pour eux, malheureusement. Ce soir, c'est différent. On descend tout en bas de l'iceberg, dans une partie où l'humain vient se dissocier de la personne qui a été disparue. La frontière entre l'humain et machine se brouille presque. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pour les 2 premiers épisodes, la question c'était plutôt où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'elle est passée, où est passée cette personne. Mais pour ce dernier épisode, la question qui va se poser le plus, c'est est-ce que cette personne a jamais existé ? On va parler de 4 cas, une femme sur Facebook qui postait beaucoup de messages, un code Reddit indéchiffrable, le plus vieux mystère d'internet qui date de 96 et un musicien disparu en 95 dont on a découvert 23 ans plus tard que toutes les recherches ont été menées dans le mauvais intervalle de temps. C'est parti. Karine Catherine Waldegrave. On revient 26 ans dans le temps, avril 2010. Quelqu'un ouvre un profil Facebook. C'est pas un événement, des millions de personnes ouvrent un profil Facebook en avril 2010, c'est donc rien de particulier. Sauf que cette personne ou cette chose va passer les années suivantes à faire quelque chose que personne n'avait jamais vu sur la plateforme sociale Facebook. Et que personne, à ce jour, n'a réussi à expliquer. Vous allez comprendre. Le profil, c'est celui-là. Il s'appelle Karine Catherine Waldegrave. Le nom complet, Karine Catherine Waldegrave von Berg-Habsburg, née à Londres en 1969, résidente de Toronto au Canada. C'est une docteure en histoire des relations internationales de l'université de Toronto, ou en cours de doctorat. Le profil est assez ambigu sur ce point. Elle est polyglotte, elle parle beaucoup de langues, anglais, français, estonien, latin, espagnol, bref, beaucoup de langues. C'est un profil vraiment impressionnant sur le papier. C'est quelqu'un d'instruit, de bien voyager, de connecté académiquement, et pendant des mois, le profil est normal. Des posts classiques, banals presque, et des interactions ordinaires. Puis, 1 an plus tard, en 2011, tout bascule. Les posts commencent, enfin, ils avaient commencé depuis longtemps, mais là, quand je dis les posts commencent, c'est ce genre de posts. Des réponses. Des centaines de réponses à elle-même. Karine Catherine Waldegrave commente ses propres publications. Encore et encore. Sur une période de 12 heures, elle va poster entre 500 et 700 messages. Des messages qui s'enchaînent à la vitesse de plusieurs par minute. Le contenu, juste des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes de texte. Et dans ces paragraphes de texte, il y a énormément d'accusations. Parfois, le plus souvent, ça n'a pas de sens, pris isolé. Mais si on commence à prendre un espèce de fil conducteur sur tout ce qu'elle commente, alors il y a des fragments de quelque chose qui commencent à être découverts. Les fragments de phrases suggèrent une logique interne, mais on ne parvient pas à suivre de l'extérieur. Le FBI, la CIA, des réseaux criminels internationaux, des personnalités qu'elle nomme par leur titre professionnel, des directeurs administratifs canadiennes, des fonctionnaires fédéraux, bref, des gens qu'elle accuse de surveillance, de persécution et d'implication dans des projets aussi gros que MKUltra par exemple. Et il y a quelques photos qu'elle a uploadées sur son profil. Les rares photos qu'il y a présentent toute une caractéristique étrange. Elles semblent endommagées, regardez, brûlées, surexposées, altérées. Comme si quelqu'un avait volontairement essayé de détruire ou d'altérer les photos avant de les poster. Et évidemment, vous connaissez Internet, tout le monde s'est enflammé. Des internautes tombent rapidement dessus, des forums se créent, des gens essayent de comprendre ce qu'ils regardent et ils ne comprennent pas. La première théorie, la plus immédiate et la plus humaine, est qu'on a affaire à une personne souffrant d'une maladie psychiatrique sévère. La paranoïa, le délire de persécution, les conversations avec soi-même en boucle, le schéma est plutôt reconnaissable d'après certaines personnes.
Mais une personne va faire une observation un peu différente. Au milieu de tout le chaos apparent de ces posts, il y a un schéma qui se répète, une structure logique qui se répète encore et encore. Et cette structure logique, c'est pas du tout celle d'un esprit désordonné, c'est quelque chose de bien plus régulier. Les enchaînements de mots ont une cohérence interne qu'on ne peut pas tout à fait mettre sur le compte du hasard, et la vitesse de publication, et j'ai dit qu'il y avait plusieurs posts par minute pendant des heures, ça dépasse ce qu'un être humain peut physiquement accomplir tout seul sur un clavier. La deuxième théorie qui émerge rapidement, c'est que c'est pas une personne. Ça serait un programme, une API connectée à Facebook qui vient tester Facebook, qui vient tester l'envoi automatique de messages, la réponse, les réponses rapides, et en gros, voilà, ce serait un test. Une API, c'est comme un code, comme une IA, pour vulgariser, qui vient faire des actions toute seule, en gros. Et cette deuxième théorie, elle va beaucoup plaire. Ça serait un script, ça serait comme une espèce de chatbot qui est livré à lui-même. La troisième théorie est la plus troublante. Pour parler de la troisième théorie, je dois mentionner le site Ghost Theory, qui la formule ainsi, et je la cite dans son esprit. Et si le profil de Karine Catherine Waldegrave était une station numérique d'espionnage, ce qu'on appelle aussi une number station des réseaux sociaux. Ces émissions radio de la guerre froide où une voix robotique lisait des séquences de chiffres pour des agents en terrain étranger. Imaginez un peu ça, mais transposé à Facebook. Ça donnerait un flux de messages codés du coup, qui seraient à destination de personnes, peut-être sur le territoire canadien, peut-être sur le territoire américain, peut-être ailleurs de ce territoire-là, mais qui arriveraient à décrypter ces messages codés envoyés par Karine. Et le truc, c'est que 6 ans plus tard, en 2016, le profil est supprimé. Pas désactivé, il est supprimé, il n'existe plus. L'archive principale qui avait conservé des copies des posts, donc ce qu'on appelle la Waldegrave Files, c'est un site WordPress, aussi a disparu. Et Karine Catherine Waldegrave, en tant que personne réelle, n'a jamais pu être retrouvée. Aucun diplôme correspondant à son nom, dans l'université de Toronto d'ailleurs. Aucun registre public, aucune trace dans le monde réel de Karine. Nada. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Karine Catherine Waldegrave a jamais existé ? Personne ne sait, et personne ne le saura probablement jamais. Ce qui reste, c'est son empreinte numérique, des années de posts que des internautes ont copiés avant leur disparition, des fragments, des morceaux d'une conversation que personne n'a jamais pu rejoindre. Et la question que le site The Ghost in My Machine, un des sites qui ont le mieux documenté l'affaire, résume de façon parfaite, c'est: était-ce là la preuve d'une maladie mentale profonde ? Ou alors était-ce un programme informatique mal configuré, ou une opération de renseignement déguisée, ou encore quelque chose potentiellement que personne n'a réussi à comprendre ni à nommer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le cas le plus troublant de Reddit. Le cas suivant n'a pas de visage, il a même pas de nom pour être honnête avec vous, en tout cas pas de vrai nom, il a un pseudonyme, et le pseudonyme je ne vais pas le lire parce qu'il ressemble à ça. C'est une suite hexadécimale, le genre de chaîne de caractères qu'un système informatique pourrait générer automatiquement comme identifiant unique. C'est pas vraiment le genre de choses qu'un être humain utilise en tant que pseudo unique sur Reddit, ou en tout cas c'est très peu commun. Depuis 2012, cet utilisateur poste sur son propre subreddit régulièrement, sans interruption notable, et ce sur de longues périodes. Chaque post suit le même format, je vais vous montrer. Des listes de chaînes de 8 caractères, des séquences alphanumériques, des titres qui sont eux-mêmes des nombres, et rien de lisible. En tout cas, rien qu'on arrive à interpréter en tant qu'humain, comme ça directement. Voilà, par exemple, voici à quoi ressemble, tel que documenté par les chercheurs qui ont étudié l'affaire, ce post. R, O, V, D, T, Y, F, 5, etc., etc. Et ainsi de suite. Post après post. Et ça, sur des centaines de posts. Évidemment, des experts en cryptographie se sont lancés, mais des amateurs aussi. Ils s'y sont attaqués et ils ont proposé plusieurs pistes. La structure suggère un encodage Base64. Base64, c'est un site qui permet de créer des applications en ce qu'on appelle en vibe coding. En gros, c'est utiliser l'IA pour coder des choses. Certaines personnes ont évoqué des connexions possibles avec un site russe, lié à un programme d'armement laser. Et d'autres ont pensé à des données extraites de la bourse, donc la bourse de Téhéran, directement, extrait de là-bas. Et d'autres encore pensent à un botnet, c'est un réseau d'ordinateurs infectés recevant des instructions via ce flux public. Et évidemment, c'est que des grosses énormes théories à prendre avec des belles pincettes, parce que rien n'a été confirmé et rien n'a été décodé aujourd'hui.
Et vous allez me dire, Théo, il y a plein de codes comme ça sur internet, je suis désolé mais il n'y a rien de fou avec ton code un peu bizarre là. Et moi je vais vous répondre quelque chose d'étonnant. Voilà ce qui distingue vraiment ce cas de tous les autres mystères chiffrés d'internet. Parmi les centaines de posts indéchiffrables, l'utilisateur a dévié du format 2 fois. 2 fois seulement dans toute l'histoire du subreddit. La première déviation, et je vous l'ai teasé en début de vidéo, c'était un mot. 4 lettres précisément. Help, H-E-L-P, ou aide en français, vous le savez très certainement. Et la deuxième déviation, arrivée un petit peu après, please help us. S'il vous plaît, aidez-nous en français. Et là, c'est bizarre, on est bien d'accord. Puis, après ces 2 déviations, retour au code, immédiatement, comme si rien ne s'était jamais passé. Ce sont les seuls mots en anglais lisibles que cet utilisateur a jamais postés. Pendant 2 ans de présence documentée sur la plateforme et des centaines de posts scriptés, il a dit exactement 4 mots compréhensibles en anglais. Help, qui fait 1, et please help us, qui fait 3, donc 4. Ça, c'est Laurent Tennant. C'est l'analyste qui a produit l'étude cryptographique la plus approfondie du subreddit. Il documente plusieurs éléments importants et il a trouvé assez rapidement que l'utilisateur n'était pas un bot au sens simple du terme. Son comportement montre des signes de prise de décision qui dépassent tout ce qu'un script automatique peut faire. Il a commenté d'ailleurs 2 fois dans d'autres subreddits, toujours en code. À un moment, l'image de fond de son profil représentait Snoop. Regardez, c'est ça. C'est la mascotte de Reddit, sauf que la sienne avait des yeux qui saignaient. Elle a depuis été remplacée par l'image par défaut. À un moment, l'utilisateur a disparu pendant 8 mois. Puis il est revenu, sans explication, et il a continué. Il est également documenté que ce compte a une connexion, toujours en code, avec un autre subreddit mystère, A858, que peut-être vous connaissez, qui présente des caractéristiques similaires et qui lui non plus n'a jamais été décodé. Donc, c'est un mystère qui est vraiment dingue. L'utilisateur, je vous raffiche son pseudo quelque part par ici, n'a jamais été identifié, et son code n'a jamais été cassé. Si, c'est un code, parce que ça c'est même pas certain. D'ailleurs le subreddit existe toujours, vous pouvez aller le chercher, et les 2 seules phrases qu'il a dit c'est « aide » et « s'il vous plaît aidez-nous ». C'est quand même perturbant. Qui demandait de l'aide? Dans quel sens il demandait de l'aide? Pourquoi sur des centaines de posts il demande de l'aide? Pourquoi dans ce format? Pourquoi seulement 2 fois? Bref, c'est un mystère de fou et personne ne sait rien, mais j'espère qu'un jour on aura quand même une résolution ou que ça avancera. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais malheureusement les découvertes sont infimes. Le Markovian Parallax Denigrate. Et là les amis, on va remonter dans le temps. Mais quand je vous dis on va remonter dans le temps, on va remonter presque à ma naissance, en 96. On remonte avant Reddit, on remonte avant Facebook, avant YouTube, avant que la plupart d'entre vous ayez d'ailleurs un accès à Internet. On est le 5 août 1996 et il est 3h du matin. Le mystère que je vais vous parler là, c'est décrit comme le premier mystère de l'histoire d'Internet. J'ai trop envie de vous en parler depuis des semaines et des semaines, et bien que j'ai du mal à lui dédier une vidéo à lui toute seule, j'en parle dans cet iceberg. Je vous présente le Markovian Parallax Denigrate. C'est ce mystère qui a établi, 28 ans avant que j'écrive ces lignes, que Internet pouvait produire des choses pour lesquelles il n'y avait pas forcément d'explication satisfaisante. Mais bref, trêve de mystère, je vous explique ce que c'est. Pour comprendre vraiment ce qu'il s'est passé, il faut comprendre ce qu'est Usenet en 1996. Usenet, en gros, c'est l'ancêtre des forums. C'est un réseau de groupes de discussion par messagerie, organisé par thème. Des dizaines de milliers de groupes. Religion, technologie, politique, sport, littérature. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque groupe, Usenet, représente un espace où les gens peuvent venir discuter. C'est une révolution en 96. C'est littéralement des inconnus qui échangent des messages presque pour la première fois depuis l'histoire d'Internet. Le système est ouvert, il est non modéré pour l'essentiel et il est accessible depuis n'importe quelle connexion Internet de n'importe où dans le monde de l'époque. En 94, Usenet avait déjà connu le plus grand spam de l'histoire d'Internet. 2 avocats qui avaient envoyé une publicité pour leur cabinet à des milliers d'utilisateurs. Personne n'avait vu ça avant et ça avait provoqué un tollé complet. Mais ce qui va se passer le 5 août 96 est complètement différent. Vers les premières heures du matin, des centaines de messages identiques envahissent des dizaines de groupes Usenet. Des groupes sans aucun rapport entre eux. Groupes de discussion religieux, groupes technologiques, groupes politiques, forums éducatifs, etc. La liste des groupes touchés est énorme et ne semble pas avoir de lien entre eux. En tout cas, les groupes ne sont pas liés. Chaque message reçu avait le même objet. Markovian Parallax Denigrate. Et chaque message contient le même type de contenu, une séquence de mots anglais qui n'ont aucun lien logique apparent entre eux. En voici un exemple tel qu'il a été archivé. Jitterbugging, McKinley, Abe, Break, Newtonian, Inferring, Co, Update, Cohen, Air, Collaborate. Bref, voilà, je vous écris tous les mots par ici.
Et ça, c'est un vrai message tel qu'il a été archivé. Et oui, il ne fait aucun sens. Et cette séquence de mots, elle continue sur plusieurs lignes. Il y a des noms propres, il y a des mots communs, il y a des termes techniques, mais il n'y a aucune phrase, il n'y a aucune syntaxe. Ce sont juste des mots posés les uns à côté des autres. Les messages sont envoyés depuis des adresses email partiellement masquées ou aléatoires. Et le problème, c'est que la plupart des messages originaux ont été perdus, supprimés par les utilisateurs Usenet de l'époque parce qu'ils pensaient que c'était juste du spam. Donc ils se sont dit, bah tiens, poubelle, corbeille. Et donc le seul à ce jour qui a été conservé, archivé par Google, c'est celui que je viens de vous montrer. Et sur cet unique message archivé, dans la ligne From, donc c'est le champ d'expéditeur, apparaît un nom. Susan Lindauer, c'est elle. C'est une ancienne journaliste et conseillère du Congrès américain. En 2004, elle a été arrêtée pour avoir agi comme agent non déclaré d'un gouvernement étranger, en l'occurrence le gouvernement irakien sous Saddam Hussein. Elle a été déclarée inapte à être jugée en 2006 suite à une évaluation psychiatrique qui a conclu à la paranoïa et au délire de grandeur. Et là, vous allez vous dire, eh bien, la connexion entre cette Susan Lindauer et le spam, entre guillemets, sur Usenet, ça semble peu anodin, ça semble plutôt lié. Les gens font rapidement le raccourci, ça aurait été une espionne présumée, elle aurait envoyé des messages codés pour faire passer des messages justement vis-à-vis du groupe, du parti qu'elle servait à l'époque. Sauf que c'est pas si simple. Kevin Morris, rappelez-vous, il pousse l'enquête plus loin. L'adresse email de l'archive appartient à une autre Susan Lindauer. C'est une homonyme, elle a le même nom mais ce n'est pas la même personne. La Susan Lindauer à qui appartient l'adresse email de l'archive qui a envoyé les emails sur Usenet, elle s'appelle aujourd'hui Suzy Meursault et elle vit dans le Wisconsin. Et quand Morris l'a contactée en 2012, elle n'avait jamais entendu parler ni des messages Usenet ni de son homonyme impliqué dans l'affaire d'espionnage. En gros, cette Susan Lindauer, donc celle de qui les emails ont été envoyés à la base Usenet, s'est fait usurper son identité. Et tout ce qui s'est passé, elle n'était pas au courant. En tout cas, elle dit ne pas être au courant et donc par conséquent ne pas du tout connaître la personne qui a envoyé les emails. Évidemment, c'est un sacré bazar et il y a pas mal de théories qui sont sur la table et je vais tout de suite vous parler de la première qui est peut-être la moins intéressante des trois, mais qui a son poids quand même dans l'histoire. Parce que si on prend un peu de recul, l'affaire elle est quand même très grave. Ce Markovian Parallax Denigrate, tous ces emails qui ont été envoyés, tous ces contacts qui ont été faits, touchent quand même un sujet extrêmement sensible vis-à-vis de terrorisme, vis-à-vis de ce genre de choses. Je peux pas trop en parler sur YouTube, mais voilà, c'est un sujet très très sensible. Donc, théorie numéro 1. La théorie numéro 1 est assez classique au final. Les messages sont un code d'espionnage. C'est une station numérique, ce sont des instructions chiffrées diffusées en public pour des destinataires qui, eux, savent comment les lire. Noyés dans l'absurde pour passer inaperçus. Cette théorie, elle est plutôt plausible dans son principe. C'est ce que faisaient les stations radio numériques pendant la guerre froide. Mais le truc, c'est que personne n'a jamais réussi à trouver la moindre clé de déchiffrement. Et pas plus tard que l'année dernière, en 2025, c'est l'analyste Manuel Kebrian, dans un article de fond consacré à l'affaire, qui a conclu qu'après des années de tentatives, le contenu des messages ne révèle aucune structure cryptographique identifiable. C'est pour ça que je vous dis que cette théorie, bien qu'elle tienne la route, au final, après 20 ans, 30 ans, elle n'a pas trouvé de fin. Il n'y a pas eu de décryptage qui s'est fait, et ça c'est quand même assez peu probable. Si ça avait été vraiment le cas, ça aurait très probablement été décrypté depuis avec tous les experts qui se sont intéressés à l'affaire. Théorie numéro 2. Les messages sont le produit d'un programme expérimental. Une chaîne de Markov. C'est d'ailleurs ce que suggère le nom Markovian dans le titre. Une chaîne de Markov, c'est, en gros pour vulgariser, un algorithme probabiliste qui génère des séquences de mots en se basant sur des statistiques linguistiques. C'est un peu technique, mais en gros, en 96, c'est une technologie expérimentale qui sert à sortir des mots sur la base de statistiques. Je vulgarise, c'est pas grave si vous comprenez pas, j'explique peut-être aussi mal, mais en gros voilà, c'est vraiment un programme qui sert juste à sortir des mots aléatoires. Par exemple, quelqu'un aurait pu tout simplement tester un générateur de texte et à diffuser ce qui est sorti du générateur de texte sur Usenet par accident, ou peut-être pas par accident, peut-être délibérément. Et la théorie numéro 3, celle du troll. Le premier grand troll de l'histoire d'Internet. Le Markovian Parallax ne serait qu'un troll. Quelqu'un qui a envoyé des absurdités à des milliers d'inconnus juste pour voir ce qu'il se passerait. La théorie est plus simple, la théorie est plus légère et c'est peut-être la bonne et espérons peut-être que ce soit la bonne, ou en tout cas peut-être pas la première, mais ça reste une théorie. Parce que si c'est le cas, en 28 ans, personne n'a jamais revendiqué ce troll.
Le Heavy Club, dans un article paru en 2020, formule la conclusion la plus honnête. L'affaire Markovian Parallax Denigrate est probablement du spam. Mais c'est du spam que personne n'a jamais voulu totalement écarter. Parce que dans ce doute spécifique, né en 96 à 3h du matin, dans les couloirs un peu obscurs du net, il reste quelque chose d'irréductible. Qui a envoyé ces messages? Dans quel but? Pourquoi faire? Comment? Personne ne le saura probablement jamais, ce qui fait que ce mystère est vraiment intéressant. Et il a vraiment sa place ici-bas. Parce que ça peut être aussi grave que ce que j'ai parlé dans la première théorie, ça peut être aussi léger qu'un simple troll. Et pour cette raison, le Markovian Parallax Denigrate reste à ce jour le premier et le plus vieux mystère de l'histoire d'Internet. Richie Edwards. Bon, je vais être honnête avec vous, ce dernier cas n'est pas vraiment lié à Internet, mais vous allez voir qu'il a bel et bien sa place tout au fond de cet iceberg. On va parler d'une disparition qui date de 1995, avant les réseaux sociaux, avant les forums, à une époque où ce que vous venez de voir, les profils Facebook qui crient dans le vide, les subreddits chiffrés, les messages Usenet sans auteur, n'existaient pas encore. Mais je veux vous en parler ce soir parce que Richie Edwards est, d'une certaine façon, l'origine de tout ce qu'on a raconté dans ces 3 épisodes. C'est indirectement la première personne disparue dont Internet n'a pas réussi à percer le mystère de sa disparition. C'est une victime, ou un fantôme, ou encore un homme qui avait choisi de ne plus exister. Et parce que en 2018, donc 23 ans après les faits, on a découvert que toutes les recherches qui avaient été menées ont été menées dans le mauvais intervalle de temps. 12 heures d'erreur. 12 heures qui invalident 20 ans de théorie. Ça paraît complexe, c'est vraiment passionnant. Et je vous explique tout de suite. Ça, c'est Richie Edwards. Il est né en 1967 à Blackwood, au Pays de Galles. C'est un guitariste rythmique et coparolier des Manic Street Preachers. C'est un petit groupe de rock, pas si petit que ça quand même, en Grande-Bretagne, dans les années 1990. La particularité de Richie dans le groupe, c'est qu'il n'était pas vraiment musicien au sens technique. Nicky Wire, le bassiste, l'a dit lui-même. Richie n'avait aucun talent musical réel. Sa contribution, c'était sa présence, son intelligence, sa voix publique et ses paroles. Il avait l'habitude d'écrire des textes denses, politiques, souvent un petit peu sombres, qui ont vraiment aidé à construire l'identité intellectuelle du groupe. Et il y a 3 choses à savoir, malheureusement, c'est qu'il souffrait premièrement d'anorexie, il souffrait de dépression sévère, et il souffrait d'automutilation documentée. En 1991, lors d'une interview avec une journaliste des NME qui mettait en doute le sérieux du groupe, il avait gravé les 4 mots « For Real » sur son avant-bras, avec un outil tranchant. Ça lui a valu 18 points de suture. Et en 94, juste avant la sortie de The Holy Bible, donc c'est leur album le plus sombre, il a été hospitalisé au White Church Hospital, puis à la Priory Clinic. À cette époque-là, quand il a été hospitalisé, il avait 27 ans. Et l'année de ses 27 ans, c'est aussi l'année où il a disparu, complètement volatilisé. Le 1er février 95, Richie Edwards et James Dean Bradfield, le chanteur des Manic Street, son groupe, devaient tous les deux prendre un vol pour les États-Unis pour une petite tournée promotionnelle. À 7h du matin, Richie Edwards quitte sa chambre à l'Embassy Hotel dans le quartier de Bayswater à Londres. Il laisse sa valise sur le lit, elle est fermée, elle est prête, et lui il descend, il sort. Bradfield attend et il finira par partir seul parce que Richie Edwards n'arrivera pas. Edwards continue jusqu'à son appartement de Cardiff. Il dépose son passeport, il dépose ses médicaments, de la fluoxétine, l'antidépresseur, et il continue. Et dans les 2 semaines qui précèdent sa disparition, il a retiré environ 200 livres sterling par jour à des distributeurs automatiques différents. Ça représente à peu près 2800 livres en liquide, aucune carte bancaire et aucune trace électronique. Il les a retirés au guichet en parlant à la personne. On avance un petit peu et on se retrouve 16 jours après son départ de l'hôtel. Sa voiture, c'est une Vauxhall Cavalier argentée qui ressemble à ça, est retrouvée dans une aire de service près du Severn Bridge. C'est un pont frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Et c'est un endroit très connu comme site où les gens venaient pour sauter leur propre vie. La batterie de la voiture est à plat et à l'intérieur il y a des photos de sa famille prises au moment des fêtes de Noël et des preuves qu'il a dormi dans sa voiture pendant plusieurs jours. Mais le truc, vous l'avez vu venir, c'est que Richie Edwards n'est pas dans sa voiture. Il est nulle part. Il est introuvable. Des recherches sont rapidement menées parce qu'il avait déjà un comportement un peu erratique, un peu bizarre. Il devait rejoindre son ami, il ne l'a pas fait. Il devait prendre un vol, il ne l'a pas fait. Il a retiré de l'argent sans trop expliquer pourquoi. Et donc, quand ils ont retrouvé la voiture, batterie à plat, Richie Edwards, absolument introuvable. Et rappelez-vous, quand je vous ai dit qu'il y avait une erreur de 12 heures qui a faussé toute
toutes les recherches. Le truc, c'est que depuis 95, la reconstruction des événements était la suivante. Richie Edwards quitte l'hôtel à 7h du matin le 1er février. Il passe le Severn Bridge à 14h55 le même jour. Il y a donc ici, entre 7h du matin et 14h55 de l'après-midi, une fenêtre de plusieurs heures pendant lesquelles les recherches doivent s'intensifier. Des témoignages sont collectés sur la base de cet intervalle. Des appels à témoins sont aussi formulés. En 2018, il y a un livre qui est publié. Le livre s'appelle Withdrawn Traces. Il est écrit en coopération avec la sœur de Richie, Rachel Elias. Et en parlant avec les auteurs de ce livre, il a été confirmé quelque chose que personne n'avait pensé à vérifier. Le ticket de péage, imprimé l'heure en format 24 heures. Toujours, le ticket disait 2,55. Sauf que 2,55 en format 24 heures, c'est pas 2 heures de l'après-midi, c'est 2 heures du matin, 2h55 du matin. Il est parti à 7h du matin de chez lui et il aurait pris un péage à 2h55, soit 4 heures auparavant. Il y a un problème quelque part. Et ça, ils l'ont réalisé 20 ans plus tard. Rachel Elias, la sœur de Richie, a déclaré à la télé « Nous faisions des appels à témoins pour des horaires précis, alors que ces horaires ne correspondaient plus à rien. C'est une information vitale qui change tout et remet tout en question. » 23 ans de recherche, 23 ans d'appels à témoins, tous sur le mauvais créneau horaire. Et ça, évidemment, ça a faussé du coup toute la recherche, parce qu'ils recherchaient un horaire qui n'était pas exploitable. La théorie où Richie se serait ôté la vie est la plus ancienne et la plus documentée. Le Severn Bridge, comme je vous l'ai dit, est un endroit où les gens allaient souvent pour s'ôter la vie. Les retraits de cash, le passeport laissé à Cardiff, la valise sur le lit, autant de gestes qui ressemblent à une planification finale. Le truc qui vient entre guillemets invalider cette théorie, c'est que son corps, les recherches ont été faites rapidement, n'a jamais été retrouvé en contrebas du pont. Mais bon, il y a un courant assez fort qui passe ici, et un corps pourrait avoir été emporté. Il y a aussi une deuxième théorie, c'est celle de la fuite volontaire. Elle est un peu plus complexe. Rappelez-vous du livre Withdrawn Traces que je vous ai parlé, qui a été coécrit par la sœur de Richie. Le livre documente une fascination de Richie pour les gens qui ont choisi de disparaître. Les auteurs reclus, les personnes qui ont reconstruit leur vie sous une autre identité, c'était quelque chose que Richie parlait régulièrement. Il avait d'ailleurs rencontré, un peu avant sa disparition, une femme dans un hôpital psychiatrique de Cardiff qui avait immigré en Israël. Et les auteurs du livre notent qu'il y a une possibilité, attention, c'est encore une théorie, que Richie est tout simplement volontairement disparu, il est tout mis en scène pour aller refaire sa vie complètement ailleurs. Ce qui explique le fait que son corps n'aurait pas été retrouvé. En 2008, Richie Edwards est officiellement déclaré présumé mort. Le dossier reste ouvert cependant à la police et ça en reste plus ou moins ici. Il a disparu, comme ça, d'un claquement de doigts. Et depuis 30 ans, des milliers de gens regardent simplement dans le gouffre de sa disparition, en cherchant la réponse à une question simple. Est-ce qu'il est encore là, quelque part, ou est-ce qu'il était déjà parti avant même de quitter l'hôtel ce matin-là? Personne ne sait, et 30 ans plus tard, je pense qu'on ne saura probablement jamais. Ou peut-être que si. En tout cas, voilà les amis, je sais que ce cas n'était pas directement lié à Internet, mais sa disparition, la façon dont ça a été documenté, et la façon dont, avec Internet, et en ayant pu mettre la main sur beaucoup d'éléments, eh bien, les gens se sont rendus compte de cette erreur monumentale de 12 heures, c'est vraiment un cas qui était intéressant, je trouve. J'espère vraiment que cet iceberg vous aura plu. En 3 épisodes, pour moi, c'est plus facile à réaliser, c'est plus digeste, et j'espère que ça vous a plu. Je vais entamer un nouvel iceberg, qui est déjà en écriture. Je vais pas vous dire ce que c'est. Vous allez le découvrir probablement lundi après cette vidéo. Je suis sûr que ça va vous plaire aussi, je vous réserve de belles choses. Pensez à liker la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir. Donnez-moi des idées d'iceberg. C'était Théo, je vous remercie d'être là, et je vous dis à la prochaine. Ciao!